Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, nous allons d'abord nous pencher sur le cas de la Pologne, pas tellement pour discuter de son malheur récent, mais de l'évolution de sa politique interne depuis Solidarność, le grand syndicat qui avait ébranlé le régime communiste, jusqu'à récemment. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce sont des forces de droite et de centre-droite qui dominent la scène politique dans ce pays. Magdalena Dębinska de Sciences politiques va nous expliquer pourquoi. Ensuite, nous allons discuter d'un concept qui fait son émergence dans la façon qu'ont les chercheurs à comprendre le monde, les économies morales, c'est-à-dire la façon dont différents groupes sociaux voient les choses, voient le monde qui les entoure et les règles d'une différente façon, et comment, lorsque ces différentes visions sont en collision, il y a parfois de la violence. Deux invités, Mariella Pandolfi, anthropologue à l'Université de Montréal, et Didier Fassin, anthropologue français, vont nous expliquer en quoi ce concept est beaucoup plus riche que ceux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant pour comprendre le monde qui nous entoure et les conflits. Finalement, avec Daniel Weinstock, nous allons discuter d'un livre de Jerry Cohen. Jerry Cohen est un auteur montréalais, canadien d'origine juive, très connu dans ces milieux, moins connu dans le milieu francophone. Un de ses derniers livres, Pourquoi pas le socialisme? Daniel Weinstock l'a lu pour nous, il va nous expliquer pourquoi le livre, mais surtout le personnage, est important. Alors restez avec nous. Après la pause, la Pologne. Vous avez, si vous êtes assez vieux, si vous avez des cheveux blancs ou moins de cheveux que moi, vous connaissez peut-être la phrase « Les malheurs de la Pologne sont une preuve de l'existence de Dieu ». C'est ce qu'on disait, du moins, dans l'Église catholique dans les années 40 et 50. Aujourd'hui, la Pologne est encore sous le choc d'un malheur, cet écrasement d'avion qui a emporté la présidence et un grand nombre d'hommes politiques et de personnalités importantes. Avec mon invité aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur cette tragédie, mais parler de la Pologne, de ses forces, de ses faiblesses aujourd'hui et de son évolution politique. Alors, Magdalena Dębinska, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Magdalena, vous êtes professeure en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous avez écrit, entre autres choses, dans ce livre collectif « L'Europe sous tension », un chapitre qui s'intitule « L'appropriation de l'Europe par les minorités ». C'est votre champ de recherche, les minorités européennes, surtout est-européennes, une instrumentalisation bénigne. Et vous êtes d'origine polonaise. Pouvez-vous d'abord nous dire quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené de Pologne à Montréal? Oh, mon parcours, d'accord, je ne m'attendais pas à cette question-là, elle est longue. Oui, alors la version courte. La version courte, j'ai fait mes études en Pologne, j'ai fait une maîtrise en relations internationales à l'Université de Varsovie, sauf que dans mon parcours en Pologne, j'ai été amenée à aller faire des études pendant un an au Costa Rica. Parcours personnel, pourquoi je suis ici. J'ai rencontré là un Canadien. Ah, voilà. Et me voilà ici. Donc, ce n'est pas très académique. Très bien. Encore mais par la suite, j'ai poursuivi ici. Le charme québécois au service de l'attraction des talents. Voilà. Alors, pour ceux qui ne suivent pas en détail la politique intérieure polonaise, donc l'essentiel des gens qui nous écoutent, et moi y compris, évidemment, nous étions très frappés de l'extraordinaire mouvement de Solidarność, Lech Wałęsa. Nous savions que ce mouvement avait fait en sorte de faire basculer au moment de la chute du mur la Pologne vers une démocratie. On connaissait l'importance de l'Église et de Jean-Paul II en particulier dans ce mouvement de libération. Mais pour nous, un syndicaliste, c'est quelqu'un de gauche. Et là, on voit de loin en loin des élections en Pologne et on se rend compte que finalement, ce pays est un pays de centre-droite. Les deux grands partis, c'est des partis de centre-droite. Alors, on aimerait savoir un petit peu comment, donnez-nous une vision de la situation politique en Pologne aujourd'hui. Quelles sont les forces dominantes et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, première des choses, je pense qu'il faut comprendre que le mouvement de Solidarność, ce n'est pas un mouvement de gauche. C'est un mouvement social contre le système. C'est contre le système communiste, auquel, oui, il y avait des ouvriers qui sont lancés dans la lutte, mais qui ont été rejoints par des intellectuels, tous unis dans la lutte contre le système. Donc, ce n'était pas une vision très claire de « OK, on abolit le système et après, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait ?» Oui, démocratie, liberté, etc. Mais une fois on a plus l'ennemi commun. Les communistes sont partis. Les communistes sont partis. Bien sûr, ce mouvement-là éclate. Parce qu'il n'y a plus... et parce que des visions, des idéologies de ses membres étaient différentes. Et face à la question « qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ?» différentes
différentes voies sont possibles, plus à gauche, plus à droite. Donc ça, il faut bien comprendre que Solidarność n'était pas un mouvement de gauche. D'accord. Présentement, en effet, on a une scène politique qui, les prochaines élections vont se jouer notamment entre deux partis qu'on considère issus de Solidarność, c'est-à-dire ses membres sont fortement liés à la lutte contre le communisme. Deux partis qui se trouvent sur le spectrum de gauche à droite, qui se trouvent plutôt à droite, centre-droite, droite. D'accord. Donc effectivement, on a là quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas très étonnant dans le cadre de la Pologne. Première des choses, la gauche a toujours, au cours des années 90, la gauche était formée surtout par les ex-communistes. On les appelait les ex-communistes qui se sont réformés, qui sont renommés en social-démocratie. Et effectivement, il n'est pas du tout question d'un retour vers le communisme ou qu'ils sont communistes, etc. Mais on trouvait des figures quand même qui avaient été présents et actifs sous le régime communiste, qui maintenant, se disant réformés, sociodémocrates, alliés à un certain nombre d'anciens gens de gauche de Solidarność, donc ont même pris le pouvoir pendant quelques années. Oui, tout à fait, ils ont pris le pouvoir. Dans l'opinion publique, c'est mitigé. Donc l'appui, notamment en 93, donc lorsqu'il y a eu la thérapie de choc. Tout le monde s'attendait, c'est la démocratie, c'est les libertés. On pensait tout de suite il y aura un changement du jour au lendemain. Or, la thérapie de choc, les changements réformes économiques on va juste résumer. La thérapie de choc, c'était de dire pour passer du système communiste au système capitaliste, il n'y a pas de voie lente, c'est une voie rapide. On ferme les usines d'État, on met tout le monde au chômage, on libéralise et là, petit à petit, le capitalisme va grandir, ce qui voulait dire une énorme misère humaine très rapide. Très rapidement, des chômages, quelque chose qu'on ne connaissait pas, etc. Donc, ceci se reflète aussi dans la façon dont les gens vont voter. On est déçus. 4 ans après la chute du communisme, on est moins bien qu'on était. Cette perception-là. D'où un vote de backlash en faveur des anciens communistes. Mais ça, c'est l'explication économique. Il y a une explication politique aussi. C'est que le parti de gauche, ayant été institutionnalisé quelque part déjà dans le passé, est le seul parti qui est stable. D'accord. Alors que sur la droite, le mouvement de Solidarność, le mouvement de Solidarność se fractionne en une multitude de partis qui changent de nom, qui changent d'appartenance, qui sont en coalition, ne le sont plus. Donc il y a une fragmentation extrême des partis issus de Solidarność, alors qu'on a le parti de gauche institutionnalisé, et avec le système proportionnel du scrutin électoral, avec un seuil de 5%, on a beaucoup de petits partis qui n'ont pas réussi à entrer à la diète. Le diète et le Parlement. Le Parlement. Alors, donc, ce qui se passe, c'est après la stratégie, après le choc économique, les anciens communistes reviennent au pouvoir pour une période relativement brève. Ensuite, la réorganisation politique se fait, la croissance économique est au rendez-vous, et petit à petit s'installent dans le paysage ces deux partis de centre-droit, donc plateforme civique et droit et justice, qui était le parti du président sortant, du président décédé. Qu'est-ce qui les distingue, les deux? Comme je dis, ce sont deux partis qui sont de droite. Ce sont deux partis qui sont conservateurs. Si on fait les nuances, on va dire que plateforme civique, c'est plus au centre, elle est moins à droite que le droit et justice. Conservatrice libérale, valeurs chrétiennes, valeurs de famille, tout ça reste un peu comme dans le cas de droit et justice, qui elle est beaucoup plus conservateur, avec une note nationaliste. Bon. Mais nationalisme n'est pas nécessairement péjoratif, c'est-à-dire que la valeur de l'identité nationale est beaucoup plus mise de l'avant par droit et justice. Mais les deux sont des partis chrétiens. Chrétiens, voilà, c'était ma question suivante. Oui. Donc, le rôle de l'Église, qui était essentiel au moment de Solidarność, est-ce que l'Église a encore un pouvoir, une influence politique? Est-ce qu'il y a même une interrelation entre les partis et la hiérarchie catholique?
Oui, et ceci fait ça fait couler l'encre, notamment en Pologne. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas controversé. Mais ce qu'il faut comprendre, mais de moins en moins, on voit dans le temps quand même une certaine évolution de comment l'Église réagit à certains prêtres qui vont se prononcer pour un parti ou pour l'autre, etc. Donc il y a quand même un changement de l'attitude de l'Église autant qu'institution. Sans parler, bien sûr, dans les églises, pendant le sermon, qu'est-ce qui se passe, ça peut être autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église en Pologne a un rôle extrêmement important qui vient de l'histoire. Oui. C'est-à-dire, c'est être polonais, c'est être catholique. D'accord. Et bien sûr, Alors, les armées étrangères, les armées étrangères passent, l'Église reste, les communistes passent, l'Église reste. L'Église reste et tout le mouvement de résistance nationale, de mouvement de réveil national se fait dans les institutions de l'Église qui était la seule place où on pouvait se rassembler, on pouvait crier haut et fort. Est-ce que la pratique religieuse est, comme ailleurs en Occident, en déclin ou est-ce que ça reste très fort? Ça reste très, très fort. Okay. Alors, je posais si vous passez dans la vieille ville de Varsovie, par exemple, où juste dans la vieille ville, il y a 17 églises, chaque dimanche, à toutes les messes, parce qu'il y a des messes consécutives, c'est plein. Alors, ces églises-là ne sont pas transformées en condos, ni en discothèques, ni en édifices à bureaux. Non, ça elles sont utilisées. Blasphème. Alors, je vais vous poser des questions rapides sur l'évolution sociale, sur les grandes questions morales, où plusieurs pays de tradition catholique ont eu des controverses. Est-ce qu'on peut divorcer en Pologne aujourd'hui? Oui. Bon, on peut divorcer. Alors, où en est l'avortement? L'avortement, on peut, dans les cas très spécifiques, médicalement justifié. Médicalement justifié. Mais c'est encore quelque chose qui est sur la table de négociation. C'est-à-dire, voilà ce qu'on a, mais ce n'est pas quelque chose qui n'est pas... c'est quelque chose qui est quand même, dans l'opinion publique, controversé. Controversé. Donc, s'il n'y a pas de raison médicale, ou si le médecin n'accepte pas de dire qu'il y a une raison médicale, il n'y a pas d'avortement. C'est ça. Mariage gay? Non. Non? Est-ce que la discussion est ouverte? La discussion se poursuit. C'est quand même un sujet plus ou moins tabou. Oui. En public. Les homosexuels en Pologne? La maxime est un peu « faites ce que vous voulez, mais ne vous montrez pas ». D'accord. Donc, oui. Non, c'est très... première des choses, je pense, c'est vraiment des valeurs qui sont reliées pro-vie et famille. Si on a ces deux valeurs-là, à ce moment-là, tout ce qui est qui va à l'encontre ou ce qu'on pense que ça devrait être, c'est très controversé. L'opinion publique même n'est pas... Surtout c'est quand même une Pologne qui est encore assez rurale, des petits villages, etc. Donc, il y a une des différences de l'opinion publique si vous allez dans les grandes villes versus l'électorat qui est majoritaire en région. C'est ça. Alors, la Pologne, par contre, va bien sur d'autres aspects que simplement l'état de sa classe politique cette semaine. Donc, la démographie va très bien. Contrairement à d'autres pays. Beaucoup d'autres pays d'Europe. Son économie résiste mieux à la crise économique actuelle que dans plusieurs de ses voisins d'Europe de l'Est. Même de l'Ouest. Et même de l'Ouest. Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question avec beaucoup de détails qu'il faudrait parler de politique économique, etc. Mais la Pologne est un pays... c'est une démocratie quand même, que même avec les événements qu'on a eu maintenant, tragiques. C'est une preuve quand même que les institutions démocratiques polonaises fonctionnent. Il n'y a pas question d'instabilité. C'est un pays qui est consolidé, si on terme comme ça. C'est un pays qui se gouverne, c'est un pays qui a une voix, et c'est une fierté nationale de dire que la Pologne a retrouvé sa voix sur la scène internationale. Même si, bien sûr, la Pologne est considérée comme un obstacle bien souvent à des politiques européennes qu'on voudrait... Oui, alors ça, c'est intéressant parce que donc la Pologne était un des membres de la coalition de George W. Bush en Irak. Et ça, est-ce que c'est une décision qui a mis la Pologne à l'avant-scène de la politique internationale? On se souvient que Jacques Chirac était très fâché que ces nouveaux Européens, franchement, pour qui se prenaient-ils? La division la vieille Europe et la nouvelle Europe. Est-ce que c'était donc un alignement plus fort sur les États-Unis conservateurs et moins sur l'Europe?
Maintenant, est-ce qu'il y avait une adhésion populaire forte pour la présence polonaise en Irak? Pour la présence en Irak, oui. Et ce qu'il faut aussi, je pense qu'il faut le mettre dans un contexte. Les Polonais ont un lien. On considère que si on veut avoir la sécurité et la paix et se débarrasser de l'influence de notre voisin à l'Est, c'est les États-Unis. D'accord. C'est pas l'Europe. L'Europe est trop divisée, l'Europe ne comprend pas. L'Europe est intervenue trop tard lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis alors qu'on avait des accords qui étaient signés avec la France et l'Angleterre. Donc il y a ce sentiment de trahison. On a été délaissé par l'Europe, est toujours un peu présent. Et c'est les États-Unis qui sont garants de sécurité. Est-ce que ça change avec Obama par rapport à George Bush? Parce que lui n'est pas... Enfin, il est de centre-droit par rapport à la politique européenne, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça change, c'est-à-dire on lui laisse une chance. On lui laisse une chance. On lui laisse une chance, mais lorsque Obama a été élu, contrairement à ici, la joie dans les rues et même comme... note personnelle, quand j'ai appelé mes parents, j'étais très bien contente. Et on va voir. Obama n'a jamais parlé de l'Europe. Il n'a jamais été impliqué en Europe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a un sentiment de... D'accord. Alors qu'avec George Bush, on savait qu'il était un allié de la Pologne. Oui, parce qu'il était beaucoup plus en confrontation avec la Russie, ce que l'Europe n'est pas. Bon, l'Europe dépend pas mal du gaz, etc., de la Russie. Mais c'est pas pour rien, la Pologne est très, sur le plan, sur toutes les politiques vers ses voisins à l'Est, etc., est très active. Géorgie, il faut absolument qu'elle entre à l'OTAN, l'Ukraine, OTAN, Union européenne, tout le monde, il faut les intégrer. Et vous ne comprenez pas cette nécessité. C'est ça. La Pologne dit à l'Europe de l'Ouest, vous ne comprenez pas, moi je suis là, ce sont mes voisins, il faut qu'ils entrent en Europe. C'est ça. C'est ça. Magdalena, donc, des élections présidentielles anticipées en juin prochain. Donc, on peut déjà déclarer que ce sera soit Plateforme civique, soit Droit et justice qui l'emportera. Oui. Et puis, pour terminer en musique, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? J'ai choisi quelque chose à propos des tragédies qui ont eu lieu. Une musique qui a été spécialement écrite par une pop star polonaise, Sarah May. La musique s'appelle Smolensk, tout simplement, donc là où il y a eu l'écrasement, et c'est en honneur des victimes, de l'écrasement à Katyn. Donc, et c'est sans parole, ce que je trouvais aussi très bien. Puis on a des cloches, puis on a un rythme militaire quelque part. Donc c'était spécialement fait pour l'occasion. Magdalena Dębicka, d'abord, toutes nos condoléances. Et puis, merci beaucoup d'avoir raconté, expliqué votre Pologne. On vous réinvitera à l'émission et on écoute, grâce à vous, Sarah May et sa pièce musicale Smolensk. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Et comme promis, nous allons parler des économies morales. Et pour cela, j'ai deux invités pour lesquels les 20 minutes qui nous sont allouées ne seraient pas suffisantes à lire le curriculum vitae. Alors, je vais m'en tenir au minimum. D'abord, notre collègue Mariella Pandolfi. Mariella, merci d'être là. Merci, Jean-François. Mariella, vous êtes anthropologue à l'Université de Montréal. Vous êtes bien sûr, vous dirigez le groupe de recherche sur les interventions militaires et humaines à l'intérieur du Cerium. Vous avez publié récemment, entre autres choses, vos publications sont très fournies. Passion politique, qui est un ouvrage collectif que vous avez dirigé avec Vincent Crapanzano. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, très bien. Oui, c'est ça. Et l'invité que vous avez la joie de recevoir et de partager avec nous cette semaine, Didier Fassin. Merci d'être là, M. Fassin. Alors, M. Fassin, vous êtes également anthropologue. Vous enseignez en ce moment à Princeton, à l'Institute for Advanced Studies.
et à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Un de vos derniers ouvrages, Les nouvelles frontières de la société française, un ouvrage que vous avez dirigé et qui a connu un certain succès grâce au débat maintenant avorté sur l'identité en France. Alors, nous allons essayer d'abord d'expliquer à nos auditeurs ce concept d'économie morale et qui est pour le novice en la matière presque une contradiction puisqu'on nous dit depuis récemment l'économie n'est pas morale. Évidemment, c'est le terme économie dans son sens plus ancien, c'est-à-dire l'organisation des choses. Alors, vous nous dites qu'avec d'autres chercheurs qu'il y a une façon d'appréhender le réel, l'organisation des choses qui a une moralité en ce sens qu'elle organise une façon d'agir qui n'est pas liée à l'individu économique au sens propre. Alors, on vous écoute dans cette explication. Effectivement, au départ, économie morale, c'est un concept qui a été introduit par un historien social britannique, Edward Palmer Thompson, qui a écrit l'histoire de la classe ouvrière en Grande-Bretagne et qui, marxiste qu'il était, a néanmoins voulu déplacer les termes habituels du débat, c'est-à-dire un matérialisme économique, en montrant qu'il y avait aussi chez les ouvriers, comme chez les paysans au XVIIIe siècle, des normes et des émotions qui permettaient de comprendre pourquoi ils agissaient. Autrement dit, ils n'agissaient pas simplement, et notamment quand ils se révoltaient, uniquement parce qu'ils étaient dans des situations de disette ou de difficultés économiques. Certes, il y avait cet élément, mais aussi parce qu'ils défendaient des valeurs, un sens de la justice, et qu'au fond, donc, quand lui parlait d'économie morale, il opposait cette économie morale des paysans, c'est-à-dire une économie au fond traditionnelle, basée sur des formes de solidarité, et l'économie libérale qui était en train de devenir dominante. Qui était en train de devenir dominante. Et donc, c'est, dans ce 18e et 19e siècle, c'est la confrontation des deux modèles économiques qui étaient, qui rendait certaines situations particulièrement conflictuelles, voire débouchaient sur des émeutes. Donc, il ne suffisait pas qu'ils aient faim ou qu'ils soient victimes d'inégalités pour se révolter, c'est parce qu'ils avaient une vision du monde qui était leur vision propre, donc issue de leur tradition, qui tout à coup était mise en cause par une nouvelle vision du monde, celle d'économie libérale. Est-ce que j'ai tort de dire ça? C'est exactement ça. Et du reste, celui qui a repris le concept, qui est un politiste états-unien qui l'a introduit en anthropologie, qui est James Scott, avait et en étudiant lui des paysans du tiers-monde, donc en Asie du Sud-Est, il avait cette formule, il ne suffit pas de comprendre, si on veut comprendre pourquoi des gens se révoltent à un moment donné, il ne suffit pas de dire que c'est parce qu'il y a des inégalités, parce qu'il y a de la pauvreté, parce que sinon il y aurait des émeutes tout le temps. Voilà. Donc le moment où quelque chose de plus violent survient, c'est parce qu'il y a un sentiment d'injustice, parce que les règles du jeu, en quelque sorte, n'ont pas été respectées. Et je crois que si on prend cette première définition d'économie morale au sens non pas forcément du modèle économique, mais au sens des normes, des valeurs, en quelque sorte contractuelles qu'il y a dans une société, et le moment où elles ne sont pas respectées, eh bien, je crois qu'on peut comprendre, par exemple, dans un épisode récent qui a fait beaucoup parler de lui dans le monde entier, mais qui est une histoire française, à savoir les émeutes de l'automne 2005, on comprend, je crois, avec cet instrument d'économie morale, pourquoi des jeunes qui étaient certes dans des quartiers de ségrégation, qui étaient victimes d'inégalités et de discrimination, mais qui au quotidien supportaient ces situations et ne se révoltaient pas. Pourquoi à un moment donné, ils se révoltent? Parce que deux d'entre eux meurent et qu'au fond, et qu'en plus, les commentaires qui sont faits sont des commentaires extrêmement péjoratifs. Autrement dit, les valeurs sur lesquelles et le sentiment de justice n'est plus tenu. Donc je crois que ce concept qui nous vient au départ pour expliquer des phénomènes du XVIIIe siècle garde une très grande pertinence au début du XXIe. Et moi, j'avais presque envie, alors, en t'écoutant, Didier, de penser que
la façon dans laquelle je regarde les passions politiques aujourd'hui, c'est pas, disons, trop loin de ces contextes dans lesquels, comme on peut dire, tu poses des questionnements très importants sur les économies morales. Il y a alors une façon, qu'on peut dire, de poser des actes politiques à travers la colère, la rage, comme on peut dire, nouvelle façon de gérer qu'on peut dire, les rapports. De les gérer ou de les comprendre? Je ne sais pas, c'est ça. C'est une distinction. Parce que donc, si on non, peut... gérer, je dirais, sont les acteurs, pas de gérer en termes institutionnels. Comment les acteurs gèrent leurs relations. Mais votre question me semble très pertinente parce que je crois que dans ce que dit, et je suis tout à fait d'accord, Mariella, il y a en fait deux dimensions. Il y a à la fois le fait que ça se passe comme ça dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une dimension émotionnelle et morale qui est très forte, mais il y a aussi le fait que les chercheurs commencent à prendre en compte cette réalité que jusqu'à maintenant ils avaient peu regardée. Autrement dit, il y a les deux. C'est bien la manière dont les gens gèrent des situations, mais c'est aussi la manière dont les chercheurs en sciences sociales et plus largement la société regardent ces situations. Et nous, au fond, en parlant d'économie morale, que ce soit donc dans les cas particuliers de ces révoltes, disons, populaires, quelles qu'elles soient, que je viens d'évoquer, ou que ce soit, comme j'essaie de le proposer, un concept plus large qui permet de penser, comme vous le disiez au début, au fond, la production et la circulation des valeurs et des émotions dans nos sociétés. Il s'agit de nous rendre sensibles, en tant que chercheurs, mais aussi en tant que société, à des dimensions auxquelles souvent on ne prêtait pas suffisamment attention parce qu'on était sur l'économique, sur le chiffre politique, sur le chiffre. Le chiffre. Donc, effectivement, donc, d'une part, ça contredit une tradition récente dominante de l'appréhension du réel par les chercheurs, surtout en politique et en économie. Donc, des économistes qui ont fait de la contagion chez leurs collègues politologues, de dire tout s'explique par le chiffre et par l'intérêt individuel. On a un intérêt, on agit selon son intérêt. Ce que vous nous dites tous les deux et vos collègues chercheurs là-dessus, c'est dire non, le chiffre existe, l'intérêt individuel existe, l'intérêt collectif existe, mais il ne suffit pas à expliquer la décision de se révolter. Cette décision, elle est liée à une vision des valeurs du monde, la façon dont ça devrait se passer, qui tout à coup est mise en cause par des événements. Parce qu'il y a un changement dans la façon dont ça... dans ce qui est considéré comme correct par une partie du corps social par rapport à une autre partie qui change. Alors, prenons l'exemple des banlieues. Qu'est-ce qui était considéré comme correct avant les émeutes des banlieues parisiennes, qui tout à coup a été rompu dans l'habitude sociale et qui a provoqué ces émeutes? Alors, ce qu'il faut bien distinguer, effectivement, c'est une situation structurelle, qui est une situation qu'on connaît en France et qui n'est pas si différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens ou en Amérique du Nord, à savoir des situations de profonde inégalité, de ségrégation spatiale, donc des cités en France, on les appelle comme ça généralement, ou des quartiers en difficulté, avec un phénomène qui jusqu'alors avait été très peu évoqué dans l'espace public, à savoir des discriminations qui sont des discriminations raciales. Donc la somme de cette ségrégation spatiale, de ces inégalités économiques et de cette discrimination raciale constitue en quelque sorte un terreau, une réalité quotidienne dans laquelle les gens vivent. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont d'accord, mais ils s'en accommodent. C'est ça, c'est supportable. Ils font avec. Ils font avec, et on sait bien qu'on vit dans des sociétés inégales, et du coup aussi, un certain nombre se débrouillent. Se débrouillent, ça veut dire être parfois à la marge de l'économie légale. Ce qui se passe dans certains moments, c'est que les garanties du contrat social, et notamment le rapport à l'État, et l'État c'est souvent dans ces quartiers la police, n'est plus respecté. C'est-à-dire que, par exemple, les gens n'ont plus le sentiment que la police les protège, mais que la police les menace. C'est pas simplement les jeunes qui sont les premiers en conflit avec ces policiers, qui du reste dans des jeux de provocation réciproque, mais c'est même les habitants eux-mêmes qui se sentent dans ça. Et donc c'est à ce moment-là que ce avec quoi on s'accommodait au moment où il y a des violences injustifiées, où donc l'État
n'est plus celui qui garantit le contrat social, qui garantit la protection contre le désordre. C'est au contraire celui qui vient à ce moment-là produire le fait que des gens viennent voir la police et qu'au lieu d'être protégés par la police, ils se font arrêter par la police, par exemple. Bon, donc, ça casse le système et c'est une chose qui évidemment prend une forme paroxystique au moment où en plus deux adolescents meurent dans des conditions tout à fait dramatiques et surtout quand on apprend juste après que les policiers étaient au courant, qui n'ont rien voulu faire pour les sortir de ce lieu où ils se mettaient en danger et où le ministre de l'Intérieur de l'époque les traite de délinquants alors que c'était des adolescents qui n'avaient jamais eu d'histoire avec la police. Il s'appelait Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais Mariella Pandolfi, je veux vraiment passer au livre que vous venez de diriger avec Didier Fassin, Contemporary States of Emergency, The Politics of Military and Humanitarian Interventions. Alors, je traduis librement. État d'urgence contemporaine, la politique des interventions militaires et humanitaire. Et là, vous avez été encore plus ambitieux, vous avez décidé d'appliquer ce concept d'économie morale à l'intervention militaire et humanitaire. Dites-nous de quoi il s'agit. Mais nous avons, d'abord, je voudrais faire un peu, l'historique. Nous avons, avec Didier, dans son laboratoire, dans son séminaire en France, et moi, dans mon groupe de recherche, disons, nous avons pensé cette thématique, je dirais, pendant plusieurs années. Je pense qu'en 2003, et Didier, dans son séminaire en 2002, si je me rappelle, on a commencé à réfléchir sur certaines thématiques, on pourrait dire sur haute tension. Des thématiques qui ne sont pas considérées ou étiquetées dans le contexte de l'anthropologie classique. Nous venons d'une d'anthropologie qui a toujours élargi, disons, les concepts ou les terrains de l'anthropologie, mais à un certain moment, nous avons travaillé beaucoup sur la souffrance, sur la santé, donc une anthropologie médicale critique, si on veut donner, disons, une définition précise. Mais la scène internationale sur laquelle nous avons commencé à travailler nous a amené à se poser d'autres questions autour, disons, de la souffrance ou autour de qu'est-ce que c'était travailler sur, je dirais, sur des terrains de l'extrême et des terrains où la spatialité et la temporalité ne sont plus la spatialité et la temporalité classique des anthropologues. Les anthropologues allaient dans les villages. Dans les peuplades, donc je dirais que, comment dire, nous avons renversé d'abord, qu'on peut dire là, vraiment, les terrains anthropologiques. Alors, comment peut-on comprendre comment les acteurs agissent dans des situations extrêmes, intervention militaire, intervention humanitaire, à la fois, et là vous dites, c'est pas seulement de comprendre le conflit et l'intervention, mais l'économie morale, c'est-à-dire la vision des choses de ceux qui font l'intervention militaire, la vision des choses de ceux qui font l'intervention humanitaire, et la vision des choses des victimes. C'est exactement, et c'est aussi de voir comment une série, qu'on peut dire, d'individus qui ont une histoire sont transformés et créé d'un autre catalogue, disons, de l'expérience humaine. Alors, c'est la victime. Et les corps qu'il faut sauver, nourrir. Alors, comment vous en commencez à travailler et à voir sur un terrain. Moi, j'ai travaillé sur des terrains de guerre. Mon expérience, c'est Kosovo, la Bosnie après Dayton. Donc, je me retrouve cette Bosnie militarisée, inventée comme un État qui n'existait pas. Et comment, qu'on peut dire, on construise une nouvelle gestion des êtres humains à partir d'une présence militaire internationale aiguë qui construisent un nouvel style de vie, à partir d'un style de vie pour sauver les victimes, mais aussi un style de vie des marchés, et un style de vie donc des économies qui ne sont pas morales, mais sont les économies du marché, disons, de l'Occident. Tout à fait. Alors, Didier Fassin, qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans ces économies morales en tension, dans des situations extrêmes? C'est d'abord que c'est un changement
malgré tout de paradigme dans les relations internationales, et évidemment c'est des choses à quoi vous êtes certainement très, très sensible vous-même. Au fond, d'abord on était sur un modèle depuis plus de 3 siècles, mais qui avait été constitué par la Charte des Nations Unies, qui était un modèle de la souveraineté des États et donc de la non-intervention dans les affaires domestiques. Or, on observe depuis quelques décennies, et de façon accélérée depuis les années 90, on observe qu'il devient de plus en plus légitime, voire légal au sens des Nations Unies, puisqu'on peut avoir des décisions qui sont prises pour des interventions. On observe donc qu'on peut intervenir désormais pour protéger les populations, pour sauver des vies, et donc notre effort a été d'essayer de comprendre ce qui se passait dans ce changement, dans ce qu'on appelle parfois le droit d'ingérence, certains même le devoir d'ingérence, et qui non pas révolutionne, mais quand même déplace considérablement ce qu'étaient les schémas d'intervention. Et c'est là qu'on voit la dimension où les économies morales se retrouvent, c'est qu'au fond, les interventions se font moins comme du point de vue du vocabulaire, du point de vue de la justification, se font moins comme on le disait il y a quelques années en termes de guerre juste, mais en termes d'intervention humanitaire. Autrement dit, l'association, et qui est une association à la fois dans les mots, mais aussi dans les acteurs qui viennent, association des troupes d'intervention et des humanitaires. Alors, même quand on dit ça, en fait, on simplifie les choses parce qu'il n'y a pas nécessairement des militaires et des humanitaires, mais il y a aussi beaucoup de militaires qui ont des actions humanitaires, c'est-à-dire qui font la même chose avec des organisations non gouvernementales. Mais il n'y a pas d'humanitaires qui ont des actions militaires. Alors, on n'a pas d'humanitaires qui ont des actions militaires, mais on a des humanitaires qui, par leur rapport, leurs interventions publiques, etc., viennent souvent soutenir, défendre le principe de l'intervention humanitaire. C'est ce qu'on a vu au Kosovo, par exemple. C'est ce qu'on a vu en Irak. Alors, du reste, il ne faudrait pas simplifier les choses de manière extrême, parce que même le monde humanitaire lui-même est très divisé sur ces affaires. L'intervention en Irak, par exemple, des États-Unis et d'un certain nombre de leurs alliés, a été rejetée et condamnée par certaines organisations comme Médecins du Monde. Au contraire, donner lieu à des positions totalement neutres d'autres organisations comme Médecins sans frontières qui ont dit nous, ça ne regarde pas s'il y a la guerre, nous ce qu'il faut c'est qu'on puisse intervenir auprès des blessés. Et puis même une troisième position qui était favorable à la guerre, qui était celle de quelqu'un comme Bernard Kouchner, qui a quand même été fondateur de ces deux associations. Qui avait le pied dans le domaine politique. Maria Pandolfi, qu'est-ce qu'on peut dire? L'intervention humanitaire extrême en ce moment, c'est celle d'Haïti, où là, il y a le militaire américain au service de l'humanitaire. Et est-ce que la crise est au service du militaire ou de l'américain? Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réflexion? C'est très intéressant de voir comment, on peut dire, toutes les réflexions, aussi les réactions du média, Haïti, et qu'on peut dire, c'était comme découvrir quelque chose, découvrir que les Américains, quand il y a une crise humanitaire, arrivent et ils contrôlent l'aéroport. J'ai trouvé très intéressant parce que j'ai vécu exactement la même chose au Kosovo. J'étais exactement au Kosovo et en Albanie. La première chose qu'ont fait, disons, les Américains, on peut dire, autour de l'aéroport de Tirana et autour de l'aéroport de Pristina, c'était clair. Disons, on arrive, on militarise les aéroports. Alors ça, j'ai trouvé, qu'on peut dire, découvrir quelque chose 15 ans après, 12 ans après, 13 ans après. C'est que les vrais problèmes, et c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre, parce que c'est vrai que l'organisation militaire, dans les crises, dans les catastrophes ou dans les situations de guerre, catastrophes, sécurisation des territoires. Parce qu'il faut penser aussi une chose, qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Et là, on peut ouvrir toute une critique, une réflexion critique, que la notion de sécurité et la notion d'humanitaire sont parallèles, vont ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est produit?
Alors, dans la vision du droit devoir d'ingérence et aussi de la responsabilité à protéger, il n'avait pas vraiment cette idée de sécuriser un territoire. Mais dès que tu sécurises, ce n'est pas seulement les militaires, c'est une vision policière du militaire. Oui. Et d'autre part... Puisque le militaire est le plus efficace, le mieux outillé, le mieux organisé, on lui dit sécuriser le territoire, mais une fois qu'ils l'ont sécurisé, ils l'ont militarisé. Ils l'ont complètement militarisé. Oui. Moi, je me rappelle, si je peux me permettre, vraiment une petite anecdote personnelle. Moi, je me rappelle, j'étais en Albanie, les moments qui sont arrivés, des 100 000 Kosovars en très peu de temps. Okay? Et la confusion était énorme, les camps de réfugiés n'arrivaient pas à être organisés, l'envoi d'aide humanitaire était énorme, mais la confusion était incroyable. 2 semaines après, disons, le déclenchement de la guerre, on construit une espèce de branche humanitaire militarisée. C'était la première fois. Officiellement, on a Elliott Harbor qui devient la branche de l'OTAN. Donc l'OTAN, comme je dis, jetait les bombes d'un côté, mais de l'autre côté, construit une branche humanitaire. Et là, en 3 minutes, je dirais en 2 jours. En 2 jours, la confusion, les familles, les enfants perdus, les médicaments qui ne trouvaient pas dans un camp de réfugiés pour que les autres. Je me rappelle très bien où se sont mis symboliquement. Ils ont pris comme le headquarter de l'OTAN était devenu les vieux tombeaux du vieux dictateur de l'Albanie, symboliquement très fort, Enver Hoxha. Et là, on construit en 3 secondes 2 jours. 2 jours. Après 2 jours, tu pouvais avec un badge entrer et voir dans les tableaux, les cas. Ils savaient exactement comment gérer les territoires. C'est ça. Alors, donc, c'est cette énorme qualité. Alors, vous dites ce qui est insoluble, Didier Fassin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une fois qu'ils sont installés et qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé, ils ont imprimé leur économie morale, finalement, à l'intervention. Tout à fait. Et ce que dit très bien Mariella, c'est que, et c'est au fond ce qu'on essaye de porter dans ce livre, ça n'est pas un jugement sur ces opérations, c'est plutôt d'en montrer de l'intérieur, que ce soit l'intérieur du côté des militaires, du côté des humanitaires ou du côté des populations, de montrer les contradictions, parfois même les apories, les impasses dans lesquelles on se trouve. Autrement dit, c'est pas parce que les acteurs commettent des actes qui sont mauvais, c'est que les situations même et le type d'intervention génèrent ces conflits, ces contradictions et parfois même ces impasses qu'on ne peut pas résoudre. Alors, on invite les auditeurs à se procurer votre livre où vous déclinez ce concept sur plusieurs interventions militaires et humanitaires récentes, Contemporary States of Emergency. Mariella Pandolfi, vous avez choisi une plage musicale pour clore notre conversation. Laquelle et pourquoi? Eh bien, c'est clair qu'en pensant à les contradictions qu'on trouve sur le terrain des interventions militaires et humanitaires, il y a, qu'on peut dire, une pièce de musique que je trouve qui montre toutes les contradictions entre l'événement traumatique, la mort souvent, et toute la complexité de l'être humain. Et donc, je pense à l'Requiem de Mozart. Évidemment, l'Requiem de Mozart a plusieurs parties, mais cette partie de Tremenda. Et je trouve que Mozart nous a expliqué bien les contradictions, les apories. Mariella Pandolfi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Didier Fassin, merci également pour vos réponses, vos explications. Et nous quittons grâce à vous Mozart, la partie Rex Tremenda de son Requiem.
Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Et en fin d'émission, comme nous le faisons régulièrement, nous allons parler d'un ouvrage. Nos chercheurs essaient de vous intéresser à un titre qui vous a peut-être échappé. Et cette semaine, nous allons parler d'un ouvrage qui utilise un mot qui est revenu dans la conversation publique en Amérique du Nord, le mot socialisme. Il est revenu parce qu'on dit que Barack Obama en est un. Quand je dis « on dit », je parle évidemment de la droite américaine. Et il y a, au début de cette accusation, un phénomène intéressant, puisque au début de son mandat, M. Obama était très populaire et qu'on le disait socialiste. On a demandé aux gens, mais on le dit socialiste, alors est-ce que vous êtes pour le socialisme? Ben, on est pour, puisqu'on l'aime lui, et les gens disent qu'il l'est. Alors, ça s'est un petit peu décanté depuis, mais le sujet va être au centre de notre discussion avec mon invité Daniel Weinstock. Merci d'être avec nous, Daniel. Plaisir. Alors, Daniel, vous êtes philosophe, vous êtes directeur du CREUM, le Centre de recherche en éthique, et vous avez lu un petit ouvrage, Why Not Socialism, de Jerry Cohen. Dites-nous d'abord qui est Jerry Cohen. Alors, c'est ça. C'est peut-être davantage de personnages que je voudrais que les gens à Montréal, surtout, connaissent. Jerry Cohen était donc un philosophe d'origine juive qui a grandi dans un monde à peu près disparu, qui était le monde des syndicats, le monde syndicaliste juif, surtout autour de l'industrie du vêtement à Montréal dans les années 30, 40, 50. Un type dont la première langue, la langue maternelle, était le yiddish, et un type qui a passé ses étés dans des vrais camps socialistes, comme il n'en existe plus, des camps juifs socialistes. Où? Dans les Laurentides. Ici, oui. Il a grandi à Montréal. Il y avait des camps juifs socialistes dans les Laurentides. Ah là là. Okay. Il faut lire un livre. Alors, bon, ce serait une autre émission. Oui, d'accord. Il y a un autre type dont le nom m'échappe qui a écrit un livre sur, justement, ces camps juifs socialistes qui étaient assez nombreux le titre dans du les livre? Laurentides autour de Montréal. Red Diaper Baby. Red si Diaper je Babies. me souviens bien. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. On va mettre ça sur la Baby. page de l'émission. Ouais. Quand... J'ai oublié le nom de l'auteur. D'accord. Alors, Jerry Cohen est un type qui a grandi dans ce monde-là, qui est allé à McGill et qui a fait des études de philo et qui a découvert que la philosophie le passionnait. Une philosophie très, très, très aride, anglo-saxonne, analytique, qu'il est allé pratiquer ensuite à Oxford, où il est devenu le titulaire de la chaire la plus prestigieuse de philosophie politique, donc la chaire de philosophie politique à Oxford, dont le détenteur préalable était un type qui s'appelle Charles Taylor, dont on a peut-être entendu parler ces derniers temps ici. Donc, une chaire qui était réservée pendant plusieurs années à des Montréalais à Oxford. Une chose dont on a raison d'être fier. Bon, il n'est jamais revenu à Montréal, mais Montréal a toujours été très présent dans ses ouvrages. Il y a un récit autobiographique au début d'un de ses livres où il parle de l'importance que, donc, la manière dont il a été élevé, le milieu dans lequel il a été élevé, l'importance que ça a eu pour former ses idées qu'il a ensuite défendues philosophiquement. Jerry Cohen a été l'homme d'un combat philosophique qui a été la défense d'une forme de socialisme comme mode d'organisation de l'économie, socialisme non marxiste, un socialisme basé essentiellement sur l'idée morale suivante. Nous organisons l'État-providence dans les sociétés modernes d'une manière un peu paradoxale. Nous prenons pour acquis que les gens vont, dans leur rapport interindividuel, être rapaces les uns pour les autres, guidés essayer par de leur intérêt maximiser le personnel. profit. Voilà. Donc, c'est la base même de l'essentiel de la science politique aujourd'hui. Chaque individu est motivé par son intérêt. Son intérêt personnel. Voilà. Ouais. Et de manière complètement non altruiste, c'est-à-dire qu'il ne prend pas compte, ne tient pas compte des intérêts des autres. Mais par contre, derrière ça, nous avons des institutions de redistribution. Cela donne lieu à une sorte de schizophrénie morale, nous dit Cohen, qui est un peu étrange quand on y pense. D'un côté, on dit que les gens sont rapaces les uns envers les autres, mais d'un autre côté, on dit qu'ils tiennent à ces institutions qui modèrent en quelque sorte leur rapacité, qui vont modérer les effets de leur rapacité. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une société, nous dit Cohen, dans laquelle cette schizophrénie serait résolue, c'est-à-dire dans laquelle les gens seraient peut-être élevés, comme il l'a été lui-même, d'une manière qui ferait que directement, ils auraient la volonté de modérer, non pas de faire dans l'altruisme complet, mais de modérer leur visée purement égoïste. Il a défendu ça dans des textes qui sont d'une complexité, d'une rigueur analytique considérable. C'est un des grands philosophes politiques de l'après-guerre anglo-saxon. Mais dans cet ouvrage, donc, dans Why Not Socialism, voilà. C'est une fable, dites-vous. Ça part d'une petite fable. C'est un livre qui fait une quarantaine de pages qu'on peut lire dans le métro. C'est tout petit. Il nous dit, écoutez, imaginons un peu comme on le fait dans l'histoire de la philosophie, mais également dans les romans, une société qui se créerait de toutes pièces. Et il nous demande de nous imaginer un groupe qui partirait en camping.
certains plus forts, d'autres plus faibles, certains avec certaines aptitudes, d'autres avec d'autres aptitudes, certains avec moins d'aptitudes que les autres. Certains à qui de durs coups arriveraient, d'autres qui auraient de la chance. Donc, représentatif de la société, un peu représentatif de la société. Dans les capacités des uns et des autres. Et au fond, la fable consiste à nous présenter de manière un peu imagée les choix auxquels que les gens seraient amenés à faire. Comment va-t-on distribuer ou ne pas distribuer les plus grandes aptitudes de l'un ou de l'autre? Et ce qu'il essaye de nous montrer, c'est qu'intuitivement, quand on se place dans la situation de la fable, on a toujours tendance à opter pour les choix, disons, socialistes, plutôt que pour les choix qui, par exemple, marchanderaient le plus grand talent de l'un plutôt que de l'autre. Alors, donnez un exemple de ces choix socialistes. Disons, il y en a un qui il se trouve qu'ils doivent construire des abris pour s'abriter des éléments. On imagine un camping qui se ferait au Canada. Et à quel point serait mal reçu un type qui dirait, écoutez, moi je suis très bon, je peux vous monter ça en 2 temps, 3 mouvements et avec beaucoup plus de force et de durabilité que les choses que vous monteriez, sauf que ce sera contre-compensation. Hein? Ce type-là serait ostracisé. La chose qui se passerait le plus probablement, c'est qu'il offrirait ses services et s'attendrait à ce que d'autres qui ont des aptitudes qui, sur le plan marchand, seraient peut-être moins payantes, de bon cœur, lui contribuent, disons, leurs aptitudes pour d'autres choses, faire la cuisine, je ne sais trop. Donc, il essaye de nous mener par, en quelque sorte, le fil de nos intuitions morales. Une personne qui ferait un choix qui serait en fait en phase avec l'éthique de notre société marchande serait, dans le contexte de la petite fable, une personne que nous verrions comme étant moralement à la limite déviante. Mais ne s'attendrait-il pas à ce que, moi je construis l'abri, mais pendant ce temps-là, vous allez chasser, etc., et qu'il y ait une contribution équivalente des autres? La réciprocité est pour Cohen une valeur tout à fait socialiste. C'est-à-dire, reprenons la phrase de Marx, de chacun selon ses aptitudes et à chacun selon ses besoins. Ouais. C'est une manière tout à fait moralement noble de se représenter l'idéal de la réciprocité. Il y en a d'autres. Ce que la formule marxiste nous présente, c'est que les contributions des uns et des autres seront vues comme étant égales sur le plan moral et non sur le plan marchand. Chacun contribue ce qu'il peut. Non pas on pèse dans la balance la valeur marchande de la contribution de l'un versus la contribution de l'autre, et il n'y a réciprocité que s'il y a équilibre entre ces deux valeurs marchandes. Bon. Ce qu'il essaie de nous montrer, au fond, c'est que beaucoup des objections que nous avons à la possibilité du socialisme dans le monde sont basées non pas sur des intuitions morales fortes, mais plutôt sur le fait que nous avons été élevés dans des sociétés dans lesquelles nous avons été habitués à penser que c'était impossible et que la nature humaine était ainsi faite qu'elle ne peut pas. Bon, il y a évidemment... Il y a un contre-exemple. Alors, dans Lord of the Flies, qui est ce roman de garçons qui se retrouvent isolés et qui créent une société, et c'est une société qui est fondée sur la brutalité, la capacité de l'un à dominer l'autre, et ça devient rapidement une dictature. Alors, qu'est-ce que le philosophe dit? Est-ce qu'on est certain? Est-ce que c'est parce que ce sont des enfants? Ou qu'est-ce que vous en êtes? Écoutez, je pense que tout à fait, à chaque utopie, et il y a quelque chose comme une petite vision d'une utopie possible que Cohen nous invite dans ce petit texte de 40 pages, il y a une dystopie qui lui correspond. Il y a quelque chose dans la philosophie, au-delà des arguments que l'on peut présenter, au-delà de la tentative que l'on fait en philosophie de montrer « Ah, j'ai trouvé la faille dans ton raisonnement qui fait que tu ne pourras que te prosterner devant moi et reconnaître que j'ai raison. » Il y a aussi, je crois, et c'est quelque chose dont Cohen s'est rendu compte. Alors, une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas dit, je voulais que les gens découvrent Cohen, c'est que Cohen est mort subitement. Donc, un type que j'ai fréquenté quand j'ai fait mes propres études à Oxford, éminemment sympathique, d'un humour absolument désarmant, est mort subitement à l'âge de 67 ans. Récemment là, d'une attaque cardiovasculaire. Alors, ce dont Cohen s'est rendu compte, c'est qu'au-delà des arguments, il y a aussi la capacité que nous avons ou non de présenter à nos lecteurs des visions attrayantes de la société. Des choses vers lesquelles, peut-être parfois contre toute raison et contre toute logique, nous voudrions pouvoir tendre, parce que ça représente le meilleur de nous plutôt que le pire. Et, Cohen a fait beaucoup dans les argumentations dont il espérait que les autres se prosterneraient devant lui, mais il y a peut-être dans cette petite fable, dans ce petit texte, cette vision de l'autre tâche du philosophe, qui est de dire, regardez par là, ça pourrait être beau si on faisait comme ceci. Ce sera le mot de la fin, Daniel Weinstock, que vous avez pensé à une plage musicale pour illustrer ce propos. Alors, n'importe quoi d'un groupe québécois qui s'appelle Raoul, qui était, et je ne sais pas s'ils existent encore, un groupe de Québécois pur laine,
vous me passerez l'expression, qui faisait de la musique juive klezmer. Alors, pour illustrer ce qu'était Jerry Cohen, un Montréalais juif, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, Daniel, d'abord, je signale aux lecteurs qui voudraient vous lire que vous avez co-dirigé un ouvrage Deliberative Democracy in Practice sur les expériences de démocratie délibérative. C'est quelque chose qui se foisonne. On en parlait à l'émission récemment. Et le livre dont vous nous avez parlé cette semaine, Jerry Cohen, Why Not Socialism? Et on écoute, grâce à vous, Raoul, un groupe de Québécois pur laine, qui nous fait de la musique juive klezmer, et qui savent comment la faire. Absolument. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous voulez la revoir ou voir d'autres émissions précédentes, elles sont toutes disponibles en ligne sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y trouverez également les annonces de nos activités publiques pour les jours à venir. Vous y êtes tous conviés, de toute évidence, gratuitement. Je voudrais vous souligner également que vous trouverez sur le site les informations sur les écoles d'été du Cerium qui se tiendront du 28 juin au 10 juillet. Les inscriptions sont ouvertes. Les thèmes cette année, l'Afrique, pas si noir que ça, les opérations de paix, comment réaliser la paix, le capitalisme en crise, la Chine, comment elle change et nous change, comprendre l'islam, l'Inde, surprenante modernité, et gérer une crise internationale. Il s'agit de cours de 6 jours intensifs, du lundi au samedi. Ils sont ouverts aux membres de la société civile qui sont intéressés aux questions internationales et bien sûr aux étudiants qui souhaitent tenir un cours de maîtrise ou de fin de bac. Vous voyez les conditions à l'intérieur du site cerium.ca. En terminant, je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Guerguiev, et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.